Chapitre 17. Les références, l'étoffe de la vie. Gonflé de nouvelles idées, l'esprit de l'homme ne revient jamais à ses dimensions initiales. Oliver Wendell Holmes. Debout sur la piste d'envol, le jeune lieutenant vit le jet déraper, hors de contrôle. Une des ailes toucha un de ses camarades qui se tenait à proximité et le coupa presque en deux. La seule chose qui le tira de cette vision d'horreur fut la voix tonitruante de son commandant qui criait « Que quelqu'un prenne un balai et débarrasse le pont de ces boyaux !» Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il devait réagir immédiatement. Lui et ses compagnons d'armes enlevèrent du pont le corps déchiqueté du soldat. À cet instant, le jeune George Bush, âgé de 19 ans, n'eut pas d'autre choix que d'apprendre à faire face au carnage de la guerre. C'était un souvenir qu'il allait souvent évoquer par la suite pour décrire le choc que cette mort violente lui avait causé et la nécessité d'y réagir. Peu après la tragédie de la piste d'envol, on l'envoya en mission de bombardement. Ce sera une autre expérience qui restera gravée dans sa mémoire et qui façonnera son existence. On l'envoya bombarder une tour de radio dans une petite île du Pacifique Sud. Chichijima était un camp de prisonniers de guerre dirigé par un infâme officier japonais du nom de Matoba. Bush et son détachement étaient au courant des horribles crimes de guerre qu'il avait commis contre des prisonniers. Des atrocités aussi invraisemblables que des actes de cannibalisme par exemple. Ainsi, l'officier utilisait les restes de soldats morts dans les rations alimentaires qu'il servait aux prisonniers, puis il informait ces derniers qu'ils avaient mangé de la chair humaine. En approchant de sa cible, le jeune George Bush était résolu à isoler ce fou en détruisant le seul moyen de communication dont il disposait, la tour de radio. À l'instant où il allait lâcher sa bombe, il fut touché par l'ennemi. La cabine de pilotage se remplit de fumée, mais Bush était déterminé à frapper sa cible. Dans les dernières secondes, il réussit à lâcher sa bombe et à détruire l'antenne. Il donna immédiatement des ordres d'éjection et fit demi-tour en direction de la mer. Lorsque vint son tour de sauter, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. Il fut projeté contre la queue de l'avion et un morceau de son parachute se déchira. Il était blessé à la tête et son parachute ne pouvait que partiellement amortir sa chute. Avant de toucher l'eau, il se dégagea de son parachute, se débattit pour revenir à la surface et, la tête ensanglantée, il essaya désespérément de retrouver son radeau de sauvetage. Il le trouva, mais en se hissant dans celui-ci, il constata que ses réserves d'eau et de nourriture avaient été détruites au moment de l'impact avec la queue de l'avion. Pire encore, le courant le poussait directement vers la grève de l'île qu'il venait de bombarder. Vous pouvez imaginer le traitement qu'on lui aurait fait subir. Plus son radeau se rapprochait de l'île, plus il se laissait gagner par la peur. Soudain, il vit quelque chose dans l'eau. Au début, il pensa que c'était le fruit de son imagination, puis il se rendit compte que c'était un périscope. Il allait être fait prisonnier des Japonais. Lorsque l'énorme sous-marin sortit de l'eau, juste devant lui, il constata que c'était le Finback, un sous-marin américain. Il était sauvé, mais juste à temps pour connaître de nouveaux périls. Après avoir repêché Bush, le Finback s'enfonça rapidement dans l'eau pour échapper aux attaques des navires. Le sous-marin ne pouvait que plonger au fond de la mer et rester parfaitement immobile. L'équipage n'avait d'autre choix que de s'en remettre à Dieu et prier pour que les explosifs ne les anéantissent pas. George Bush a survécu à cette terrible expérience et a rempli de nombreuses autres missions de bombardement. À la fin de la guerre, il est revenu en héros. Il a mentionné que les jours qu'il avait passés à bord du sous-marin étaient parmi les plus importants de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à réfléchir à sa destinée et à la raison pour laquelle il était sur Terre. Quel rôle ces expériences ont-elles joué dans la carrière, l'identité et la destinée de George Bush? De toute évidence, elles ont l'étoffe même de ses croyances et de ses valeurs, ce que j'appelle ses expériences de référence, c'est-à-dire l'ensemble des expériences qui l'amèneront 40 ans plus tard à devenir président des États-Unis. Ces expériences ont contribué à lui donner la conviction, le sentiment de certitude absolue que le bien doit primer sur le mal. Elles lui ont donné l'assurance que s'il donnait sa pleine mesure et s'il n'abandonnait jamais, il parviendrait à ses fins quoi qu'il arrive. Dans quelle mesure pensez-vous que ces références ont façonné son attitude près de 50 ans plus tard, au moment où, dans le bureau ovale, il réfléchissait à la façon dont il devait réagir à l'invasion du Koweït, un pays pacifique que Saddam Hussein venait d'envahir sans justification? Afin de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font, il faut examiner leurs expériences de référence les plus significatives car elles nous fournissent de précieux indices. Les références, le 5e élément du plan directeur d'une personne,
nous procurent la substance et les matériaux de nos croyances, de nos règles et de nos valeurs. Elles sont la pierre avec laquelle nous sculptons notre plan directeur. Il est certain qu'une personne qui a réussi à triompher de l'adversité a de solides références qui lui permettent d'avoir confiance en elle. Non seulement a-t-elle foi en elle-même et en d'autres, mais elle est apte à relever les défis. Plus nos références sont nombreuses et significatives, plus nos choix potentiels sont étendus. Des références nombreuses et de grande qualité nous permettent de déterminer plus efficacement ce que les choses signifient et ce que nous pouvons faire. Je parle de choix potentiels, car même si nos références nous fournissent les ingrédients de nos croyances, nous ne réussissons pas toujours à les organiser de manière dynamisante. Ainsi, un jeune homme peut avoir beaucoup d'assurance et de talent sur un terrain de football, mais s'il n'arrive pas à éprouver le même sentiment de certitude lorsqu'il arrive à son cours d'histoire, il ne pourra pas maximiser son potentiel et obtenir en histoire des résultats aussi extraordinaires que sur le terrain de football. S'il avait à l'égard du sport une attitude aussi défaitiste qu'à l'égard de ses cours d'histoire, il n'y excellerait certainement pas. Qu'est-ce qui détermine les références que nous utilisons? De toute évidence, notre état émotionnel influence complètement les fichiers, c'est-à-dire les souvenirs, les émotions, les sentiments et les sensations que nous avons emmagasinés dans notre mémoire et qui restent à notre disposition. Lorsque nous sommes dans un état d'esprit dominé par la peur, seules les références que nous associons à la peur semblent nous venir à l'esprit. Nous nous retrouvons ainsi dans une espèce de cercle vicieux. La peur engendre des références de peur, ce qui ne fait qu'intensifier la peur que nous éprouvons. Lorsqu'une personne nous a blessés, nous avons tendance à ouvrir le fichier qui nous rappelle toutes les autres fois où cette personne nous a blessés, au lieu de modifier notre état d'esprit en nous rappelant les bons sentiments de cette personne et tous les gestes délicats qu'elle a eus à notre endroit. Par conséquent, notre état d'esprit détermine quelle est l'étoffe dont nous disposons pour améliorer la qualité de notre vie. Mais nous devons aussi avoir un système de référence étendu, c'est-à-dire un système qui peut nous éclairer entièrement et nous aider à mieux comprendre ce qui est possible et ce dont nous sommes capables, quelles que soient les circonstances. Il ne fait aucun doute que les références sont l'un des éléments les plus importants du processus par lequel nous prenons des décisions. Elles façonnent non seulement notre comportement, mais aussi ce que nous ressentons et ce que nous faisons de notre vie. Comparez les expériences de référence de Saddam Hussein avec celles de George Bush. Nous savons que le père de Saddam Hussein a abusé de lui physiquement et que son oncle lui a enseigné à entretenir de la rancune à l'égard des maîtres anglais. Si Bush a été récompensé pour son héroïsme, Saddam a appris de ses aînés à contrôler les autres en recourant au meurtre et à la propagande. Pendant 15 à 20 ans, Saddam Hussein a essayé à maintes reprises d'évincer l'ex-leader de l'Irak, tuant quiconque se trouvait sur son chemin. Par conséquent, cet homme ne perçoit pas les revers, même les plus sanglants, comme des échecs. Au contraire, il a fini par croire qu'il gagnera toujours. C'est là une croyance qui lui a permis de rester en place, même après sa défaite dans la guerre du Golfe. À 42 ans, il avait éliminé tous ses opposants et avait pris le contrôle de l'Irak. Nombreux sont ceux qui ont considéré Saddam Hussein comme un monstre et qui se sont demandé combien de temps encore les Irakiens allaient l'appuyer. En fait, les Irakiens ont vu en lui celui qui avait changé beaucoup de choses dans leur pays. Il avait contribué à améliorer le logement, l'éducation. Pour les Irakiens, c'était un héros. De plus, dès 4 ou 5 ans, tous les petits Irakiens apprenaient que Saddam Hussein était un héros. Son portrait était affiché partout et seul son meilleur côté était présenté à la télévision nationale, contrôlée d'ailleurs par lui. Celui-ci est-il devenu meurtrier uniquement à cause de ses références, c'est-à-dire à cause des souvenirs qu'il eut d'avoir été abusé lorsqu'il était jeune? Loin de là. Beaucoup de gens ayant des références très semblables sont devenus des êtres compatissants et sensibles qui, en raison de leurs souffrances passées, ne laisseraient jamais personne dans leur entourage être victime du moindre abus. En fait, bon nombre de ces personnes cherchent véritablement à aider les autres. Toute autre personne aurait pu avoir été sur le même navire que George Bush, avoir été bouleversée par la mort d'un ami et avoir transformé ce malheureux événement en une référence qui lui fasse croire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ou que la guerre n'est jamais justifiée. J'en suis sûr. Permettez-moi de le souligner à nouveau. Ce ne sont pas nos références, mais la façon dont nous les interprétons et les organisons qui déterminent nos croyances. Quelles sont les références qui jouent le rôle le plus important dans les expériences que nous vivons? Tout dépend du genre de renforcement que nous recevons. Saddam a été récompensé en se hissant à la tête de son pays, malgré les meurtres et les destructions. En revanche, George Bush a utilisé comme mécanisme de renforcement la notion de faire le bien,
de faire quelque chose pour le monde et d'aider les gens qui sont dans le besoin. Ces deux formes de renforcement ont contribué à jeter les bases de deux destinées bien différentes. Que sont les références? Les références sont toutes les expériences que nous avons enregistrées dans notre système nerveux, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu, entendu, touché, goûté ou senti et que nous avons emmagasiné dans l'énorme fichier qu'est notre cerveau. Certaines références sont conscientes, tandis que d'autres sont inconscientes. Certaines proviennent d'expériences que nous avons vécues, alors que d'autres sont des choses que nous avons apprises d'autres personnes. Cependant, toutes nos références, comme toutes les expériences que nous vivons, sont en quelque sorte déformées dès qu'elles s'enregistrent dans notre système nerveux. En fait, nous avons des références même pour des choses qui ne se sont jamais produites. Tout ce que nous imaginons s'emmagasine également dans notre cerveau sous forme de souvenirs. Bon nombre de ces références sont organisées de manière à appuyer nos croyances et, comme vous l'avez appris au chapitre 4, une croyance n'est qu'un sentiment de certitude sur la signification d'une chose. Si vous croyez être intelligent, c'est parce que vous avez activé certaines références qui appuient ce sentiment de certitude. Peut-être avez-vous connu l'expérience de relever avec succès certains défis intellectuels, comme réussir un examen ou diriger efficacement une entreprise quelconque. Toutes ces expériences de référence sont des piliers sur lesquels repose l'idée que vous êtes intelligent. Nous disposons tous d'un nombre suffisant de références pour appuyer n'importe quelle idée. Être sûr de soi ou être faible, être altruiste ou être égoïste. L'important est d'étendre les références dont nous disposons. Recherchez consciemment des expériences qui renforcent votre identité et vos capacités, et organisez vos références de manière dynamisante. La connaissance du monde s'acquiert uniquement dans le monde, et non dans un vase clos. Lord Chesterfield. Récemment, j'ai entendu parler à un homme qui avait trouvé dans la rue un sac contenant 35 000 $ en espèces. Il a immédiatement cherché à retrouver le propriétaire pour lui remettre son bien. Tous ceux qui avaient entendu cette histoire voulaient le féliciter, mais les médias l'intimidaient et il refusait de se laisser filmer. Il disait simplement qu'il fallait remettre l'argent à son propriétaire et qu'il ne pourrait agir autrement. Cet argent représentait toutes les économies d'une dame de 68 ans et le fait qu'on lui ait rendu son argent l'a certainement secouru financièrement. Pourtant, cet homme a refusé de s'en attribuer le mérite. Pourquoi? De toute évidence, ces références l'avaient aidé à développer la croyance que s'attribuer le mérite de faire le bien serait tout à fait déplacé. Il n'a pas décidé d'éviter les félicitations par caprice. Il avait, au contraire, la certitude que seules ces références pouvaient lui donner. Considérez vos références, à la fois celles que vous jugez bonnes et celles que vous jugez mauvaises, comme un énorme rouleau d'étoffe tissé à même vos expériences. Avec les autres éléments de votre plan directeur, c'est-à-dire votre état psychologique et émotionnel, vos questions, vos valeurs et vos croyances, découpez dans cette étoffe un patron qui vous permet de prendre des décisions sur ce que vous ferez de votre vie. Vous disposez maintenant de réserves inépuisables de références que vous pouvez modéliser à votre gré. Tous les jours, vous ajoutez de nouvelles références à vos réserves. L'intelligence d'une personne se reflète dans la façon dont elle se sert de l'étoffe de ses références. Vous fabriquez-vous un rideau derrière lequel vous vous cachez, ou créez-vous un tapis magique qui pourra vous conduire vers des sommets extraordinaires? Fouillez-vous consciemment dans vos expériences pour en extirper les souvenirs qui vous donnent du pouvoir? Comme vous l'avez déjà appris au chapitre 4, ce que les références ont sans doute de plus important, c'est qu'elles nous procurent un sentiment de certitude. Sans elles, nous vivrions constamment dans la peur ou dans le doute. Nous n'arriverions pas à fonctionner. Seriez-vous perturbé si le livre que vous êtes en train de lire se mettait à faire de la lévitation et s'immobilisait à 2 mètres de vous? Vous auriez peur uniquement parce que vous n'avez aucune référence pour une telle situation. Vous n'auriez aucune idée sur la façon d'en interpréter la signification. Pourquoi un bébé met-il la main dans un cendrier sale pour prendre un mégot et le porter à sa bouche? N'est-ce pas parce qu'il ne possède aucune référence lui permettant de savoir que ce n'est pas bon pour lui? Bien entendu, certains adultes n'en ont toujours pas eux non plus. Permettez-moi de vous demander encore une fois comment vous vous servez de vos références. Les interprétez-vous consciemment, d'une manière dynamisante, d'une manière qui concourt à réaliser vos buts? Ou votre cerveau s'attache-t-il à des expériences individuelles qui, au lieu de vous appuyer, vous font développer des croyances comme « tout le monde veut ma peau » ou « dès que je sais quoi que ce soit, on me met des bâtons dans les roues » ou encore « je ne mérite pas d'être aimé ». La façon dont nous utilisons nos références détermine comment nous nous sentons, car une chose est bonne ou mauvaise selon ce à quoi nous la comparons.
Lorsqu'une femme d'affaires prend une chambre d'hôtel, elle évalue cette chambre selon ses références. Je vous garantis que si vous preniez une personne d'Europe de l'Est et que vous lui réserviez une chambre dans le motel le plus modeste des États-Unis, vous découvririez qu'elle serait absolument ravie et penserait qu'il s'agit d'un hôtel grand luxe. Il arrive que nous perdions de vue le fait que les choses sont bonnes ou mauvaises selon nos références. J'aime beaucoup mon séminaire Date with Destiny, car il me permet sans cesse d'observer comment les références des gens servent à façonner leur comportement. Dans le questionnaire exhaustif que les participants remplissent avant d'assister à ce séminaire, on leur demande de noter 5 expériences qui, à leur avis, ont façonné leur vie. En notant ces expériences, ils me font part de leurs références les plus dynamisantes, et je suis toujours étonné de voir le nombre de significations différentes que les mêmes références peuvent avoir. Certaines personnes ont été violées, abusées sexuellement ou abandonnées. D'autres viennent de foyers brisés ou de familles pauvres. Certaines d'entre elles interprètent ces expériences d'une manière qui les amène à développer la croyance que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tandis que d'autres s'en servent pour se motiver à étudier, à se perfectionner, à s'épanouir, à aider les autres et à être plus sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Il est vrai que Saddam Hussein a été molesté lorsqu'il était jeune, mais c'est aussi le cas d'Oprah Winfrey. Violée et brutalement malmenée pendant son enfance, cette femme anime une émission de télévision qui rejoint des millions de gens chaque jour. En partageant simplement ses propres expériences de vie, elle aide les gens à se guérir de certaines blessures de leur passé. Des millions d'Américains se sentent proches d'elle parce qu'ils savent qu'elle les comprend. Tout comme eux, elle a des références de souffrance. Nous nous élevons par nos pensées, nous grimpons les échelons de notre vision de nous-mêmes. Orison Swett Marden. Vos références ne se limitent pas à vos propres expériences. Votre imagination est une source de références. Vous souvenez-vous de Roger Bannister et du mile parcouru en 4 minutes ? Personne ne croyait qu'il était humainement possible de courir 1 mile en 4 minutes, mais cet homme en a développé la certitude grâce à des références qu'il s'est imaginées. Il a tellement visualisé qu'il courait 1 mile en moins de 4 minutes, se voyant et s'entendant franchir la ligne d'arrivée, qu'il a fini par avoir la certitude qu'il y parviendrait, tout comme d'autres avaient la certitude que c'était impossible. Nous ne devons pas oublier que notre imagination est 10 fois plus puissante que notre volonté. Parce que Bannister a réussi à faire de son imagination le pilier qui soutenait sa certitude, il a réussi à produire un résultat sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'imagination débridée nous procure un sentiment de certitude et une vision qui va bien au-delà des limites de notre passé. Récemment, Akio Morita m'a fait parvenir son ouvrage intitulé Made in Japan. Monsieur Morita, un homme extrêmement brillant, est le cofondateur de Sony Corporation. La destinée de Sony, tout comme la destinée de n'importe quel individu, est le résultat d'une série de décisions. Dans son livre, Monsieur Morita révèle que l'une des décisions les plus difficiles et les plus importantes qu'il ait prises a été de refuser l'offre de Bulova Corporation, qui se proposait d'acheter 100 000 unités des nouvelles radios à transistors à Sony, alors que cette entreprise n'en produisait pas même 10 000 par mois. La somme que Bulova offrait était 10 fois plus élevée que la valeur de Sony Corporation à cette époque, mais après avoir bien réfléchi, Akio Morita refusa l'offre. Pour quelle raison ? Simplement parce que Bulova voulait mettre son propre nom sur les radios. Morita s'était rendu compte qu'en acceptant cette offre, il aurait beaucoup d'argent à court terme, mais ferait connaître le nom de Bulova plutôt que celui de Sony. Les dirigeants de Bulova n'arrivaient pas à croire qu'ils puissent refuser une offre aussi alléchante. Voici ce qu'il leur a dit. Dans 50 ans, le nom de mon entreprise sera aussi célèbre que le nom de la vôtre, et je sais que le poste de radio que j'ai créé aidera à rendre ce nom célèbre. Bien entendu, tous les associés de Morita le croyaient complètement fou. Comment avait-il pu développer le sentiment de certitude qui lui permettait de refuser une offre aussi alléchante et aussi rentable ? Morita avait imaginé avec éclat l'avenir de son entreprise et avait créé des références là où il n'en existait pas. Il a mené ses intérêts et envisagé ses buts avec beaucoup de clarté. Puis il s'est mis à y croire, avec une foi absolue et intense. Aujourd'hui, non seulement Sony Corporation est un leader dans l'industrie de l'électronique avec un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars par année, mais elle est aussi une société qui s'est diversifiée dans des domaines comme le cinéma, acquisition de Columbia et TriStar Pictures, et la musique, acquisition de CBS Records et Columbia House, sans compter qu'elle jouit d'une excellente réputation dans le monde entier. Si vous croyez en vous, vous pouvez vous raccrocher à votre propre force, même dans l'adversité. Que serait-il arrivé si Thomas Edison avait tout laissé tomber dès la première fois qu'il a essayé de fabriquer une ampoule électrique ? Ou même après une centaine de tentatives infructueuses ? Heureusement pour nous, il a persévéré au-delà d'1 millier de tentatives.
Il aurait pu considérer chacune de ces tentatives comme une référence pour appuyer la croyance que son invention n'était pas viable. Au lieu de cela, il a décidé de voir en chacun de ses essais infructueux une référence lui permettant de croire qu'il se rapprochait de la solution. N'oubliez pas que vous ne devez surtout pas fouiller dans votre passé en vous servant d'un rétroviseur comme guide. Si vous voulez apprendre des expériences passées que vous avez vécues, ne vivez pas dans le passé. Concentrez-vous sur les choses qui vous donnent du pouvoir.